la parole au professeur Bethet pour son intervention et je l'invite donc à... Merci beaucoup Mariana. Merci aux organisateurs et aux orateurs précédents d'avoir formé, je dirais, ce groupe de discussion aujourd'hui. Et un groupe de discussion, évidemment, sur un sujet de grande actualité, non seulement pour l'Europe, et non seulement pour les migrants, je dirais, mais en général pour la protection de la vie et de la dignité humaine, et aussi avec des connotations évidentes sur la sécurité nationale et internationale. Alors, la question que posait notre modératrice, comment faire face à ces enjeux et défis. Je voudrais d'abord commencer par un sommet, exactement comme Michel Klein-Salomon l'a commencé par le sommet à venir du 19 septembre. Je commencerai par le sommet qui a eu lieu il y a un mois à Istanbul, les 23 et 24 mai. Et là, l'Institut de droit international humanitaire était présent à Istanbul, mais je crois qu'on n'était pas les seuls, évidemment. Il y avait aussi l'OIM, il y avait aussi d'autres. Et il faut bien dire que là aussi, la question des réfugiés et des migrants, des personnes déplacées, de ces mouvements massifs de population, était vraiment au cœur des discussions. Et comment est-ce qu'on a essayé d'approcher ce phénomène? Eh bien, on a essayé de l'approcher de plusieurs manières. À la fois en disant qu'il faut vérifier qu'on utilise bien tous les moyens juridiques et politiques pour résoudre et prévenir les conflits. En effet, ces conflits, à commencer par le conflit de Syrie, sont la source de ces mouvements, ou en tout cas de certains mouvements massifs de population d'aujourd'hui. Deuxièmement, par le respect du droit international humanitaire, du droit des réfugiés, des droits de l'homme en général, et des principes humanitaires. En effet, ce respect du droit favoriserait probablement que ces populations resteraient dans leur lieu de séjour actuel et donc diminuerait le déplacement de population. Troisièmement, par la gestion des risques posés par les catastrophes naturelles et changements climatiques. Alors exactement, c'était déjà mentionné, mais je crois que là, on n'a pas encore vu toute l'ampleur de la conséquence démographique de ces changements climatiques et de ces catastrophes naturelles, qui pourraient véritablement amener des changements massifs, et auprès desquels les crises actuelles européennes ne seraient que des jeux d'enfants. Et puis, la gestion aussi de la prévention, de mettre un accent sur la prévention, passer de l'assistance d'urgence à l'élimination des besoins, disait-on. Et alors, le recours aussi aux ressources locales, aux intervenants locaux, un investissement sur le développement durable. Alors, puisqu'on parle d'investissement et d'Europe, je voulais citer là M. Robert Flipp, président de la Banque européenne d'investissement, qui déclarait vouloir renforcer la résilience économique, stimuler les programmes d'éducation et de santé et s'attaquer aux causes mêmes de la migration. Vaste problème. Mais enfin, j'entends, c'était une belle déclaration que je vous cite volontiers. Alors, maintenant, la réponse spécifique de l'Institut international de droit humanitaire. Vous savez peut-être que c'est un institut qui est basé à San Remo et que cet institut a un petit bureau ici à Genève. Mais nous pensons que essentiellement notre approche, c'est par le droit international et national, mais aussi par des valeurs universelles et régionales. Alors, le droit. Les instruments juridiques pertinents, comme on l'a déjà dit, sont non seulement le droit international public en général, parce que je crois que là aussi, si on respectait la charte, peut-être qu'il y aurait moins de mouvements de population, disons moins de conflits, etc. Bon. Le droit international humanitaire applicable aux conflits armés, que j'ai déjà mentionné, les instruments universels et régionaux des droits de l'homme, les instruments de droit international protégeant les migrants, et en particulier les travailleurs migrants, etc. Alors nous, ce que nous essayons de faire, c'est de penser que tous ces instruments, plus d'autres, comme le droit pénal international d'ailleurs, ou le droit pénal national, devraient aussi être davantage pris en considération. Mais il est bien clair que chacun de ces, je dirais, de ces familles de droit a son ou ses champs d'application. Alors, le droit international humanitaire, évidemment, s'applique dans les conflits armés, s'applique
à des personnes spécifiques, mais il faut bien avouer que les réfugiés sont protégés, par exemple, comme des personnes civiles en général. Mais le cas échéant, ils pourront aussi être protégés comme blessés, malades, naufragés, peut-être même prisonniers. Mais il y a aussi certaines dispositions particulières du droit international humanitaire qui mentionnent bien sûr les réfugiés. Le droit des réfugiés, bien entendu, s'appliquera aux requérants d'asile et aux réfugiés. Les travailleurs migrants seront protégés par des conventions pertinentes de l'Organisation internationale du travail. Là aussi, il faut voir ce rôle que joue l'Organisation internationale du travail dans ce domaine, et le cas échéant par des traités bilatéraux entre pays d'origine et pays de destination. Et là aussi, il y a des pays qui, par exemple comme les Philippines, prennent grand soin de protéger leurs ressortissants qui travaillent à l'étranger. Mais je dirais tous, sans aucune discrimination, et dans n'importe quelle situation, et sur n'importe quel territoire, devront bénéficier des droits de l'homme fondamentaux, que ce soit les droits civils et politiques comme les droits économiques et sociaux. Bon, alors ce ne sera pas tous les droits, mais ce sera justement les droits non dérogeables. Ces droits non dérogeables, eh bien, c'est évidemment le droit à la vie, le droit à la dignité, le droit à ne pas être soumis à des traitements inhumains, à la torture, des garanties judiciaires, et encore une fois, dans tous les pays, quels qu'ils soient. Alors maintenant, pour revenir à l'Institut plus spécifiquement, nous pensons que nous pouvons contribuer en collaboration avec d'autres, mais en particulier avec l'OIM, avec le Haut-Commissariat pour les réfugiés, à favoriser le respect de ces droits par les gouvernements et la société civile, par des programmes de formation. Et alors là, il n'est pas là aujourd'hui, mais je vous encourage vivement à prendre contact avec lui si vous êtes intéressé, mais de toute façon, je crois qu'il est bien connu de certains ici. Jean-François Durieux, qui est un ancien du Haut-Commissariat pour les réfugiés, Jean-François Durieux, c'est lui qui dirige ces cours de l'Institut pour le droit des réfugiés et les migrants. Et alors, on fait des cours, effectivement, c'est des cours qui sont à plusieurs niveaux, qui sont aussi pour toute une série de personnes, que ce soit des personnels civils, militaires, des diplomates, des experts, des ONG. Et les cours à venir, vous les voyez ici à l'écran. On a un cours sur le droit des réfugiés en octobre, en anglais, français, espagnol et arabe. On a un cours sur la patrie en septembre, organisé avec le HCR. Un cours sur le droit de la migration, alors évidemment organisé avec l'OIM. Un cours sur le déplacement international avec le rapporteur spécial sur les droits de l'homme des personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays et le HCR. Et puis, bon, j'allais dire, la semaine prochaine, on a un cours d'été sur le droit humanitaire. Si ça vous intéresse, venez encore vous voir. On aura peut-être une petite place pour vous. Mais j'entends. Mais je pense, en aspect particulier, on a essayé maintenant de former des compétences dans des pays de transit. Et comment cela? Parce que souvent on se rend compte, que ce soit en Europe ou dans les pays de transit, les personnes qui doivent gérer ces migrants ou ces requérants d'asile sont débordées, dépassées par l'ampleur du phénomène, dépassées par l'imprévisibilité, etc. Et alors, nous nous sommes dit, si nous formions le personnel des institutions nationales des droits de l'homme, INDH, et que ce personnel de ces institutions nationales ne s'occupe pas seulement des citoyens ou des ressortissants, comme on voudra, mais qui s'occupe aussi de ces migrants et de ces requérants d'asile, de ces réfugiés. Alors, on l'a fait en Tunisie, on l'a fait dans les Balkans avec un financement suisse, dans le Proche-Orient, en Jordanie et au Liban, et maintenant on est en négociation avec le gouvernement du Royaume du Maroc pour, avec le Haut-Commissariat pour les réfugiés, former un réseau arabophone et francophone de responsables de ces institutions nationales de droit. Voilà. Alors maintenant permettez-moi juste 2 mots sur les valeurs. Parce que les valeurs, les valeurs, c'est aussi quelque chose que connaît le droit international, y compris le droit international humanitaire. Et je dirais qu'il y a dans ce droit humanitaire une clause de Martens.
la clause de Martens que vous voyez, elle a été introduite par Frédéric de Martens, qui était le conseiller juridique du tsar de Russie en 1907. En 1889 déjà, c'est d'ailleurs bien fait. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, quand on a, et on aura certainement des situations qui ne sont pas couvertes par le droit en vigueur, les personnes restent toutefois sous l'empire des principes généraux et sous l'empire, je dirais, de la conscience publique. Donc on a un réseau d'humanité qui doit éviter qu'il y ait des lacunes, qu'il y ait des trous noirs, si je peux dire, dans la protection de l'humanité, et y compris pour des réfugiés ou des migrants. Oui. Donc je dirais cette clause de Martens, si je voulais la résumer, je la résumerais en disant c'est la règle d'or, et on la trouve dans toutes les civilisations, dans plusieurs religions. Ne pas infliger aux autres ce qu'on ne désirerait pas se voir infliger. Bon. Hein, c'est assez simple et facile à comprendre. Alors, maintenant, si je reviens à l'Europe, l'Europe s'est longtemps vantée d'être à l'origine du droit international public moderne. Ah, qu'est-ce que Grotius n'a pas entendu? Les droits de l'homme, Voltaire et Rousseau, du droit humanitaire, ah, Henri Dunant, oui, bien sûr, du droit des réfugiés, ah, Nansen, oui, non, tous ces gens ne sont pas à négliger. Et, malgré tout, il faut bien dire que, alors, gardons haut le flambeau que ces grands personnages du droit international européen ont su porter. Ne baissons pas pavillon, si j'ose dire. Et l'Europe a longtemps prétendu être à la pointe de l'action humanitaire. Eh bien, je pense qu'il faut continuer, aller même plus en avant dans l'action humanitaire. Et, comme c'est été dit aussi à Istanbul, faire le lien entre humanitaire et développement. Faire le lien entre humanitaire et sécurité. Voilà. Alors, en conclusion, madame, je crois que, bien sûr, les crises actuelles mettent au défi les États de respecter ces instruments juridiques. Ces crises montrent aussi la nécessité d'utiliser pleinement ces instruments juridiques pour prévenir, gérer, accompagner ces mouvements massifs de population. Et ces instruments prennent déjà en compte des impératifs de sécurité. Ces instruments ont été fondés sur des expériences concrètes. Ce n'est pas la première fois qu'on fait face à des mouvements massifs de population. Peut-être qu'on a été surpris, mais on devrait avoir une mémoire un peu plus vive et plus profonde. Alors, ce qu'il faut faire, il faut se rendre compte que ces instruments doivent être soutenus, mais pas simplement justement d'une manière juridique, mais d'une manière politique, et pas simplement d'une manière, je dirais, invocatoire par des formules magiques ou par des engagements comme on était très généreux à Istanbul, mais peut-être par justement le sommet du 19 septembre, parce que ce sommet du 19 septembre, lui, n'aura pas simplement Madame Merkel qui était seule du G7 à Istanbul, mais là-bas on aura tous les membres du Conseil de sécurité et on aura encore bien d'autres gens qui ont du poids. Et je voudrais aussi conclure comme ma voisine et amie aussi, qui est de dire qu'effectivement, il faut que tous les partenaires, les stakeholders, comme on dit, c'est-à-dire que ce soit les gouvernements, bien sûr, mais que ce soit aussi les organisations internationales, les Nations Unies, que ce soit les organisations régionales, à commencer par, il y a plusieurs organisations européennes, on parle beaucoup de l'Union européenne, mais ils ne sont pas seuls, il y a le Conseil de l'Europe, il y a l'OSCE, et puis il y a des organisations parlementaires qui pourraient aussi jouer un rôle là pour faire respecter ces droits. Et parmi ces organisations parlementaires, il y en a une qui est basée ici à Genève, juste à côté, c'est l'Union interparlementaire. Et si vous ne l'avez jamais vue, allez les voir, c'est une organisation très importante qui peut justement aider à faire passer le message à l'intérieur des pays. Et puis, je pense aussi qu'on a aussi basé à Genève le Forum économique mondial, World Economic Forum.
eh bien, je peux vous dire qu'eux, maintenant, commencent à se rendre compte que la gestion des crises, y compris les aspects humanitaires des crises, c'est dans leur propre intérêt. Et donc, là, on a aussi un partenaire qui pourrait être très solide. Alors bon, ayant moi-même été de nombreuses années au Comité international de la Croix-Rouge, connaissant bien les sociétés internationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, je peux vous dire que là aussi, il y a des gens qui sont intéressés à collaborer, à contribuer, que ce soit avec l'OIM, avec l'ONU, avec des ONG, avec des gouvernements, évidemment, comme l'Égypte et d'autres. Et puis, je crois que justement, les acteurs locaux, les populations locales, bien sûr, et les diasporas, alors là, je suis entièrement d'accord, parce que les diasporas, d'abord, c'est des ponts. C'est des ponts entre les pays d'origine et les pays de destination. Et ce n'est pas simplement des ponts sur le plan des messages familiaux ou sur le plan de l'argent qu'on envoie à la maison, c'est aussi des ponts de mentalité. C'est des facteurs aussi de pression des deux côtés des frontières. Donc je crois que tous ces acteurs, et ce sera ma dernière phrase, devraient contribuer, je dirais, former des réseaux informels ou formels, ça c'est... il y en aura de nombreux, et je pense encore une fois, merci pour cet événement, mais devrait contribuer à continuer ce dialogue pour amener gouvernement et société civile à harmoniser ces mouvements inéluctables, inévitables de population, de manière conforme aux droits et à la sécurité de tous. Voilà, merci beaucoup.